Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, du lundi au vendredi, des débats, des analyses, des expertises et vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, on va parler de sport. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est la qualité de vie au travail. Et quand on fait du sport, on se sent mieux. Et on en parlera justement avec la Fédération française de sport en entreprise. Elle est avec nous. Working Progress, notre rubrique avec les invités de Welcome to the Jungle. Attention au danger de la cooptation. Voilà, c'est pratique, c'est le piston, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. On fera le point avec les invités de Jérémy Cléda, il est à mes côtés. Le cercle RH, notre débat quotidien, vie ou mort du télétravail. Oui, là, j'ose utiliser la ligne de crête. C'est un moment où les entreprises hésitent, soit elles accélèrent et voilà, elles créent vraiment du télétravail, soit elles reviennent en arrière. C'est un moment important. On s'appuie sur une étude de Terra Nova extrêmement détaillée. On en parlera dans notre débat. Puis Fenêtre sur l'emploi, vous le savez, c'est le livre de Smart Job. Un livre Comment réussir à se planter, écrit par un coach, qui sont en fait les chroniques qu'il avait écrites sur LinkedIn et puis qu'il a rassemblées dans ce livre. On y reviendra, il est lassé du fake management, du bullshit management. On y reviendra avec lui dans quelques instants. C'est souvent des chroniques coup de poing. Tout de suite, c'est notre première rubrique, Bien dans son job, et on va souffler un peu, on va faire du sport, on va sortir du studio. Le sport, c'est utile évidemment, vous le savez, il faut pratiquer une activité physique, d'autant plus utile lorsqu'on est confiné, lorsqu'on est en entreprise, dans des emplois sédentaires. On en parle avec Frédéric Delannoy. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur technique de la Fédération française en entreprise, la FFSE. Je vais être très franc avec vous, je suis sportif, je ne savais pas qu'il existait une fédération française en entreprise, donc je le découvre. C'est très intéressant parce que, évidemment, la petite phrase classique, le sport c'est la santé. Vous êtes aujourd'hui une fédération qui portait la bonne parole en entreprise, ça c'est la pédagogie, puis on parlera évidemment de la plateforme que vous avez créée, parce que vous avez vu l'intuition de vous dire, aujourd'hui tout passe par le digital et le visio, évidemment on est en confinement. Juste la philosophie de la fédération, c'est de promouvoir la bonne parole dans l'entreprise sur des salariés sédentaires, des salariés qui parfois mangent au bureau et à qui on dit, faites un peu d'exercice. C'est toutes les formes d'activité physique et sportive en entreprise. C'est-à-dire, c'est évidemment d'abord mettre en mouvement les collaborateurs, mais c'est aussi organiser des challenges sportifs, des compétitions inter-entreprises. C'est d'ailleurs notre histoire. Oui. Et faire en sorte que... C'est pas le corpo, pour ceux qui nous regardent. C'est pas les compétitions corpo. Tout à fait. Voilà, c'est différent. Ça c'est le domaine des fédérations. On gagne rien, là. Il n'y a pas de compète. Il peut y en avoir, mais on gagne une médaille en chocolat, quoi. C'est ça. Voilà, on est bien d'accord. Donc on réunit, juste un mot et on va parler de Atwork parce que c'est aussi pour ça que vous êtes venu sur ce plateau, mais les sports plébiscités. Moi j'ai cru comprendre que dans des entreprises de services, il y avait beaucoup de runners, de gens qui partaient courir, qu'on travaillait en groupe. Vous le développez ça ? Bien sûr. Alors les trois sports qu'on rencontre le plus, qui sont le plus sollicités, c'est tout ce qui est autour du déplacement, donc running et marche nordique pour les plus sédentaires. Fort, ça. Tout ce qui est de l'ordre de l'entretien physique, donc musculation, fitness, petite musculation. Il faut que l'entreprise ait une salle ? C'est bien, mais il faut rien, on s'adapte. Voilà, le principe, c'est de s'adapter. Et puis le troisième, c'est autour de ce qui se développe pas mal, c'est tout ce qui est autour des sports de combat. Boxe, Krav Maga. Chez les femmes en particulier ? Il y a une proportion non négligeable de femmes sur ce terrain-là depuis 1 ou 2 ans. Pour rejoindre une actualité internationale. Oui, bien sûr. Et donc là, les sports de défense, les sports de combat, le message, c'est quoi ? C'est votre santé, c'est utile, puis ça permet aussi, il y a quand même des études assez intéressantes, on va voir le chiffre, très bonne productivité, de 6 à 9%, c'est ça, on est d'accord ? En fait, la philosophie de la fédération, c'est ce qui fait son particularisme, c'est de travailler aussi bien sur le développement individuel, santé, que sur la performance de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est le sport d'entreprise, c'est au service du projet d'entreprise. Alors, parlons d'Atwork, parce que c'est votre actualité, donc on a bien compris l'action pédagogique, presque philosophique que vous développez, puis là vous avez, pendant le confinement, alors vous me disiez, on peut le dire, on a eu le nez creux, parce que c'est vrai qu'on développe cette plateforme, et puis ça tombe évidemment dans le calendrier terrible de ce Covid. Atwork, c'est quoi exactement ? C'est une liste d'entreprises sur lesquelles je vais pouvoir cliquer et me dire, tiens, ça m'intéresse, j'y vais ? C'est la solution pour que les 80% de salariés d'entreprises qui aimeraient faire du sport et qui n'en font pas, puisqu'il y a 15% de salariés et 7% d'entreprises, passent à l'acte en
diversifiant l'offre, puisque l'objet, c'est qu'on ait une offre la plus massive sur le territoire et la plus massive en termes de propositions, et en simplifiant l'accès à l'offre de la part des entreprises. Donc c'est un lieu de rencontre entre des structures, clubs, fédérations, entreprises privées, qui vont organiser du sport, et des entreprises qui vont en demander, avec un interlocuteur unique qui clarifie le marché, qui le sécurise aussi et juridiquement et pédagogiquement. C'est important. Et qui est l'interlocuteur unique des entreprises, donc qui simplifie aussi. Une entreprise ne va pas passer 15 contrats, elle en passera qu'un. Et ensuite, c'est en interne à l'entreprise, qui est un élément très important aussi, de leur donner un outil extrêmement simple qui va éviter qu'on passe du temps à organiser ces affaires-là. Parce que les entreprises... elles n'ont pas le temps de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est pris en charge. Donc la plateforme, on a bien compris que la fédération jouait aussi le rôle de passerelle entre des structures de qualité, avec des coachs, souvent de très bon niveau, et des entreprises qui vous disent, Jérémy est avec moi sur ce plateau, qui vous disent, écoutez, moi j'ai plein de choses à faire, mais j'ai pas en plus à organiser le midi 14h de mes collaborateurs. Enfin, c'est pas possible, ça. C'est ça le problème. Jérémy, j'imagine que vous avez ce souci-là aussi. Enfin, en tant que chef d'entreprise, vous avez conscience que c'est utile, mais vous n'avez pas le temps. Oui, et puis en plus, c'est une question. Enfin, nous, par exemple, toute notre équipe est en télétravail. Parfois, proposer quelque chose qui est juste dans les locaux, c'est pas extrêmement inclusif, ça sert pas l'ensemble de vos employés, donc c'est une réponse aussi à apporter. Voilà. Donc, on a développé, comme vous le disiez, pendant la période de premier confinement, Atwork. Et dans Atwork, on a intégré, le projet était déjà là, mais on y a intégré cette solution en visio qui est assez particulière, puisqu'on a vu pendant la première période de confinement, donc on en a tiré les enseignements, que beaucoup des cours en visio qui avaient été mis en place sur les grands serveurs de visio dont je tairai le nom, les gens coupaient leur caméra, ce qui complique un peu le coaching, pour que les collègues ne rentrent pas chez eux, puisqu'ils sont à la maison et qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler son intimité. Et donc notre solution, elle permet que la relation coach-participant soit fluide, mais que les participants entre eux ne se voient pas. Donc c'est comme si on a mis des cloisons, entre chaque participant, et ça permet de ne pas voir la cuisine ou la salle à manger d'une collaboratrice, parce que c'est vrai que c'est assez désagréable. Le niveau des coachs, parce que revenons-en à cette question-là, il y a dans l'entreprise des gens qui font eux-mêmes du sport, qui ont envie de dégager du temps, mais qui voient la qualité du coach et ils se disent mais moi ça m'apporte rien. Donc j'imagine que vous êtes sensible à ça aussi. Alors sur deux plans. La première chose, c'est que des coachs, c'est une profession réglementée qui est complexe et même parfois absurde. Donc on va garder l'absurdité de côté, on va garder la complexité. Il faut savoir quel coach a le droit de faire quoi. Voilà. Et qui peut faire quoi. Donc ça, nous on le valide pour que vous ayez le bon coach pour la bonne activité, y compris légalement. Et en plus on leur donne. Alors ils sont tous diplômés d'État avec les diplômes les plus élevés dans la hiérarchie des diplômes qui permettent d'intervenir. Et par ailleurs, on les qualifie tous pour qu'ils aient une compréhension du monde de l'entreprise. Parce qu'un coach s'est formé pour entraîner un club, pas pour intervenir en entreprise. C'est très différent comme univers. Exactement. Donc on a une formation sur comment fonctionne une entreprise, quels sont les grands acteurs, quelles sont les grandes attentes. Et donc, après, ils ont les compétences pour adapter leur séance aux attentes de l'entreprise. Oui, parce qu'en fait, le public n'attend pas forcément toujours de la performance en compétition, comme peut le faire un coach, mais il attend aussi du bien-être, le public, j'imagine. D'abord me ça, sentir bien. Le public et le chef d'entreprise qui, globalement, n'a pas beaucoup d'intérêt à ce que ses salariés passent de 15-1 à 15 en tennis. C'est pas son sujet. Ça, c'est mon classement, d'ailleurs. Je le savais. Vous êtes allé sur Twitter. Ce qui est intéressant, quand même, pour terminer, c'est qu'il ne faut pas que les salariés soient cassés. Je le dis bien un peu simplement, après 2 heures de sport, il faut quand même qu'ils puissent ensuite produire. Donc, ça doit être quand même un sport assez doux, quand même. Oui. Et puis, sur des volumes horaires, notre principe, c'est de dire qu'il faut, pour avoir des gens en meilleure forme, qu'on raisonne sur 1 heure hebdomadaire pendant l'année. Il faut le tenir. Il y a une forme de régularité qui est importante. C'est de le faire régulièrement, pas une fois dans l'année. Pour vous contacter, pour aller sur la plateforme, Atwork, ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Donc, @work. Non, alors sur Internet, on n'a pas. Donc, c'est atwork by ffse.fr. Oh là là, bye. Alors, on a peut-être dû vous mettre le. On essaiera de l'afficher sur notre site internet. Sinon, il y a le site de la fédération, ffse.fr. Et là, juste avant de nous quitter, vous faites du démarchage, vous allez voir les entreprises ou elles viennent à vous ? Oui. Depuis qu'on a lancé la plateforme, on fait du démarchage et force est de constater que ça fonctionne bien, puisque sur les 100 premières entreprises consultées, on a eu plus de 58 entreprises qui nous ont demandé des compléments d'information, des présentations, etc. Donc, il y a un besoin. Il y a beaucoup de salariés stressés, il y a beaucoup de salariés qui
ont besoin de lâcher les chevaux, comme on dit. Merci Frédéric Delannoy. Je rappelle que le directeur technique, après une très longue carrière d'ailleurs dans tous les métiers du sport et de Fédération française en entreprise. Allez sur leur site si vous avez besoin de renseignements, de sport en particulier, puis de coach de qualité. Merci d'être venu nous rendre visite. La suite et puis peut-être que Jérémy Cléda d'ailleurs prendra votre carte à l'issue, parce que vous avez un chef d'entreprise avec des collaborateurs. Voilà. Le contact a été pris sur le plateau. Working Progress, c'est notre rubrique, c'est tout de suite. Restez avec nous. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, retour sur notre plateau avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? On a déjà fait un peu de sport dans notre tête là. Un peu. On est bien, on commence à avoir des courbatures. Co-fondateur de Welcome to the Jungle, vos invités aujourd'hui, alors là, le premier, c'est intéressant, c'est la notion de cooptation. On n'en a jamais parlé encore dans l'émission en général, et dans Working Progress. Je l'ai dit comme ça dans le lancement, j'avais raison, c'est le piston, la cooptation. Je suis coopté, je suis pistonné, non? Pas exactement, parce que le problème du mot piston, c'est que c'est une connotation très négative. Ah oui, non mais je commence à l'envers. Et surtout qu'implique en fait que la personne ait le poste parce qu'elle est passée sur un process parallèle. La cooptation, c'est vraiment la possibilité de se faire recruter parce qu'une personne d'entreprise va recommander. Vous recommande, d'accord. Et ça ne vous empêche pas d'ailleurs de faire le process de recrutement comme les autres. C'est un canal qui est extrêmement important, hein. D'ailleurs, ça a plein de bienfaits. On voit que statistiquement, les personnes qui sont pas pistonnés mais recommandés et cooptés, ils ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise, le coût de recrutement global est moins cher, et surtout d'ailleurs même le pourcentage de gens qui vont jusqu'au bout et qui acceptent l'offre est beaucoup plus important. Donc il y a plein de bienfaits, mais il y a aussi un pendant un peu négatif, et que certains décrivent, c'est le fait, en fait que les gens ont tendance à recruter les mêmes personnes qu'eux, ça crée de l'entre-soi et parfois un peu moins de diversité en entreprise. On va en parler avec Jeanne Bacciocchini. Bonjour. 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 Vous êtes la directrice de recrutement de Capgemini France. Vous avez des centaines de recrutements régulièrement à gérer. La cooptation, ça a été un enjeu clé chez Capgemini. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça s'est mis en place et comment ça fonctionne ? En fait, c'est un enjeu clé. C'est notre premier canal de recrutement aujourd'hui, avec plus de 30% de nos recrutements qui proviennent de ce canal-là. Donc, avec plusieurs apports pour l'entreprise. On en a évoqué quelques-uns. Le premier, c'est la qualité du recrutement en elle-même. C'est-à-dire que le candidat, il est mieux sélectionné. Pourquoi ? Parce que son cooptant, il a en tête les postes qu'on recherche. Il connaît notre entreprise, il sait en parler. Il sait aussi le motiver pour nous rejoindre. Et puis derrière, il va l'accompagner pendant tout son process. Donc, il va lui donner envie de venir. Il va coacher. Voilà, il va le coacher. Il est un peu ambassadeur finalement, voilà, ce cooptant. Il est ambassadeur, ça devient un ambassadeur. Il va l'accompagner pendant tout son process et même au moment de son intégration, il va être là. On a parlé du fait qu'il reste plus longtemps. Oui, parce que quand on arrive, on se retrouve avec des personnes qu'on connaît, qui vont nous dire comment on va pouvoir bien performer dans une entreprise. Donc, facteur de qualité très important. Les candidats qui sont en provenance de la cooptation, eh bien, le ratio entre le nombre de candidats rencontrés et le nombre de candidats recrutés diminue. C'est divisé par deux. C'est quasiment divisé par deux en termes de nombre de candidats. Donc ça, c'est le premier avantage, la qualité. Deuxième avantage, ça augmente aussi l'engagement du collaborateur. Parce que ce collaborateur qui va il est redevable. Il va aussi se poser la question, pourquoi je suis bien dans cette entreprise ? Parce qu'il va falloir le raconter à la personne qu'il coopte. Pourquoi il est bien ? Pourquoi il a rejoint l'entreprise ? Pourquoi il y reste ? Donc en fait, il va construire un argumentaire et il va se dire, oui, effectivement, moi je suis bien dans cette entreprise. Et le recruté se sent aussi un peu redevable de son tuteur, de son ambassadeur. Exactement, exactement. Et derrière, comme on l'a dit, il devient un ambassadeur de l'entreprise et ça améliore la marque employeur au final. Et le troisième, c'est aussi le coût au final, parce que comme on a moins de candidats à rencontrer, si on compare par rapport à un canal aussi qui est les cabinets, eh bien, ça coûte moins cher et c'est mieux quand même de donner la prime à un collaborateur qui est chez soi. Et justement, vous parliez de prime. On a plein d'entreprises. Là, ce taux, en gros, vous avez un tiers des personnes qui sont cooptées. Il y a plein d'entreprises qui rêveraient de ça. J'en fais potentiellement partie. C'est très difficile de mettre en place ça parce qu'il y a plein de salariés qui disent c'est pas mon rôle. Enfin, mon job, c'est pas de recruter pour l'entreprise. Comment on fait pour les inciter à le faire ? Vous parliez de primes. Est-ce qu'il y a des mécanismes justement qui donnent envie aux gens de s'impliquer davantage ? Il y a plusieurs mécanismes, mais en fait, au début, c'est de l'émotionnel au début. Quand on coopte quelqu'un,
c'est quelqu'un de son entourage. Ouais, c'est un dîner, c'est de l'informel. Voilà, une connaissance. Eh bien, on va lui proposer un nouvel emploi. On va lui trouver une entreprise qui correspond mieux à ses valeurs. Ça, c'est très important. On lui donner du sens à ce qu'on recherche. Et on va à la fin, effectivement, pas rendre un service, mais intégrer une personne performante dans l'entreprise. Donc, quel facteur émotionnel, mais qui ne suffit pas, parce que c'est que du one-shot, ça peut être une fois. Après, il faut mettre en place, effectivement, un programme de cooptation, ça doit être dans la culture de l'entreprise. Et il y a plusieurs facteurs clés de succès. Je parlerai de la prime après, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le premier, il faut que ça soit un process simple et efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en place non plus une usine à gaz. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs types de primes selon le profil, qui est éligible, qui n'est pas éligible. Il faut que ça soit simple. Prime unique. Très simple. Quand est-ce que comment je peux coopter? Où est-ce que je peux l'envoyer? Quand est-ce que je touche ma prime? Il en est où mon candidat? Alors ça, c'est très important, la transparence. Donc il y a des chasseurs de primes chez Capgemini. Je taquine, mais... Ce ne sont pas que des chasseurs de primes, parce qu'il n'y a pas que les primes derrière. Voilà. Et on a vu des exemples d'entreprises qui ont essayé de doubler et de tripler les primes. Et qui ne donnaient ça pas ne plus. fonctionne pas. Google en fait partie. Donc l'argent n'est pas que le moteur de cette affaire. L'argent n'est pas le moteur, il est important, mais ça peut être pas que de l'argent, ça peut être je gagne un voyage, je déjeune avec le patron de mon site, ça peut être le fait d'avoir coopté peut être financer une association. Ce sont des choses qui fonctionnent plutôt goodies bien. De luxe en quelque sorte, quelque chose d'un peu sympa. Voilà, des choses de luxe, des challenges. Il faut mettre en avant les collaborateurs. Je veux dire, il y a la prime, mais il y a la reconnaissance managériale derrière, qui est très importante. Si les managers n'incarnent pas aussi la cooptation, s'ils ne sont pas là en train de féliciter des collaborateurs, on a le cooptant du mois, on les affiche, c'est affiché, c'est suivi, c'est animé, et puis ça démarre très tôt. C'est-à-dire qu'il faut que ça démarre même à la fin d'un entretien, il est encore candidat, on peut commencer déjà à lui expliquer qu'on a cette culture de cooptation, qu'il faut qu'il commence peut-être à réfléchir, on ne va pas non plus tout de suite avant qu'il arrive à lui demander des noms, quoique il y en a qui le font, mais au moment de son intégration, à peine arrivé, on lui dit dis donc, on va lui dire, ouvre ton carnet. On organise tous les mois des cafés croissants. Alors maintenant, ce sont des cafés virtuels de cooptation, c'est-à-dire. Mais pardonnez-moi, il les trouve comment? C'est le réseau des alumni, c'est les anciens des écoles de commerce, c'est des amis. C'est de tout, c'est de tout. Ce qui veut dire qu'il faut que les personnes aient des réseaux un peu communs quand même. Oui. Enfin, oui, c'est pas des réseaux communs. On va chercher dans son réseau parce qu'on ne cherche pas que les compétences techniques, on va chercher aussi le potentiel, le savoir-être. D'accord. Et il n'y a pas que notre réseau professionnel, on va trouver ça. On va aller les trouver, je ne sais pas, on joue au rugby avec tout ce qui est sport, c'est vrai. Tout ce qui est sport, c'est intéressant. Dans ses anciennes connaissances, parce qu'on ne coopte pas que pour son métier, on va coopter aussi pour tous les métiers. Donc j'anticipe sur la question d'après qui est celle du clonage, mais voilà. Mais en réponse à la question, c'est vraiment une culture d'entreprise qui doit être à tous les niveaux et puis à tous les moments de la vie d'un collaborateur. Du coup, vous avez anticipé ma question. Elle venait. Même d'ailleurs, quand on est recruteur, c'est plus facile de recruter quelqu'un qui nous ressemble. On comprend la mécanique, on comprend les fonctionnements. La cooptation, très majoritairement, c'est quand même des gens, soit qui sont des amis, soit des gens avec qui on a travaillé dans des entreprises précédentes. Comment on fait alors pour éviter parfois, à la fin, un manque de diversité, la tendance à avoir que des gens qui nous ressemblent? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion? Alors, la façon dont on l'intègre, c'est vrai qu'il y a un risque. C'est un risque quand, dans une même entité, je coopte quelqu'un qui a le même profil que moi, qui a fait la même école que moi, qui va intégrer. Mais nous, en fait, on essaie de faire de façon à ce qu'ils cooptent au-delà de leur périmètre. Sortir de leur champ de compétences. Voilà. Sortir de leur champ de compétences. Ce qui est mieux. Coopter. Je suis un développeur, je coopte un commercial. Je suis un commercial, je vais développer parce que là, le clonage est évident. On a les mêmes diplômes, on a la même école. Et donc là, voilà, on les aide, on leur donne des idées dans les campagnes qu'on fait. Et puis, je pense quand même que la cooptation peut être plutôt facteur de diversité quand on pense aux recruteurs, notamment pour les profils atypiques. Je suis un recruteur, je regarde un CV atypique, j'en ai plein, on reçoit des centaines de milliers de CV, eh bien je ne vais peut-être pas lui donner sa chance. Sauf quand il est coopté. La cooptation, c'est le moyen de faire passer des CV différents. C'est un petit élément en plus. Le cooptant, il va venir, il va le vendre. Il va le vendre. Je le connais, je sais qu'il est capable de. Il a le potentiel. C'est sûr. Ça va être plutôt un facteur de diversité dans ce cas-là. Et alors, pour des candidats, est-ce que si on renverse un peu le prisme, est-ce que c'est pas la raison supplémentaire, vous qui êtes la directrice du recrutement de Capgemini, de leur dire rencontrer des gens via LinkedIn ou via d'autres réseaux parce qu'ils ont fait la même école que vous, parce que vous avez un lien, en fait,
créez la cooptation comme ça parce que ça va être un petit plus sur votre CV, il va vous permettre de franchir un cap un peu plus facilement? Ça, on leur dit souvent. C'est-à-dire que dans les conseils qu'on leur donne, quand ils nous sollicitent, on leur demande au début de regarder les anciens de leur école, parce qu'ils ont un peu la même culture, de se renseigner, mais de contacter d'autres collaborateurs, parce que là, aujourd'hui, les conseils qui sont un peu off, pas donnés par l'entreprise, sont très importants. On sait que le collaborateur ne va pas nous raconter n'importe quoi. Il va vraiment nous dire la vérité sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a aussi les plateformes comme Glassdoor qui fonctionnent très bien aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un retour interne. Des avis de collègues. Des avis de collègues sont importants. Donc, très bon facteur. Oui. Merci Diane Bacciocchini. Je pense avoir bien prononcé votre nom. Directrice du recrutement pour Capgemini. Et c'est un thème effectivement passionnant, cette notion de cooptation. Je retire évidemment le mot piston que j'ai posé au début de cette chronique. Merci d'être venu nous rendre visite. Jérémy, vous restez avec moi, c'est Travailler demain. Et c'est tout de suite, on reste sur le même sujet. Voilà, Travailler demain avec Jérémy Cléda. Toujours, on reste sur le même sujet. On était côté entreprise avec Capgemini, sur la cooptation, donc côté entreprise. Là, avec votre invité, on s'intéresse, je dirais, à l'autre côté, à la rencontre d'une population qui n'est pas cooptée, qui est souvent en très grande difficulté d'ailleurs. Oui, en fait, la cooptation, ça implique qu'il y ait des gens qui ont un réseau et ils font profiter à ce réseau d'opportunités d'embauche. Parfois, en fait, le réseau n'en a pas. Donc, comment on fait dans ces cas-là? On en parle avec Jean-Marc Potvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Entourage. Et via Entourage, vous avez créé une initiative qui s'appelle le Linked Out et pas In, justement pour une fois. Mais c'est écrit sur la chemise, vous avez vu, c'est exactement. Et sur votre chemise. Vous nous en faisiez un peu l'intro. C'est justement, là, c'est le réseau pour ceux qui n'en ont pas et pour les aider à trouver un emploi. D'où vient un peu cette initiative et comment ça fonctionne? Donc c'est effectivement le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. C'est une très grande injustice aujourd'hui, c'est qu'avec Entourage, on côtoie beaucoup de personnes qui peuvent sortir de situations de galère. Donc Entourage s'occupe des gens de la rue, donc ce qu'on appelle les SDF, qui sont soit dans la rue, soit dans des hébergements d'urgence, des hôtels sociaux, des choses comme ça. Ils sont 300 000 en France. Et dans cette population-là, il y a énormément de personnes qui sont capables de travailler, qui en ont la capacité, l'expérience, les talents parfois, le mental qui est prêt, les papiers. Et sans réseau, c'est impossible. En fait, c'est une population qui est seule, qui est très isolée. Donc toute l'idée de Linked Out, c'est offrez votre réseau à ceux qui n'en ont pas. Et donc on va faire un appel aux différents membres de la communauté Entourage et au grand public pour partager et offrir leur réseau à ces personnes-là pour trouver des opportunités de travail. Donc concrètement, c'est quoi par exemple donc il y a des volontaires qui participent à ça. C'est quoi? Ils partagent les profils des personnes sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Ils en parlent à leur entreprise, à d'autres entreprises, à des amis. Comment ça voilà, fonctionne? Donc c'est chacun de vous qui nous écoutez. Vous pouvez agir. L'idée de départ, elle est venue de Kenny, par exemple, que je connaissais très bien. Ça faisait 2 ans qu'on avait fait connaissance, il était prêt à travailler. J'ai pris son CV, je l'ai mis sur mon Facebook en disant s'il vous plaît, aidez-moi, on partage le CV de Kenny. On le voit parfois, ça d'ailleurs, spontanément. Trouvons-lui un boulot. Et il a trouvé un boulot. J'ai eu 200 partages du CV le soir même et un coup de téléphone d'un chef d'entreprise. Et Kenny, quasiment 2 ans après, il est toujours en boulot. Et c'était un SDF, c'était quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue, dans un centre social. C'est quelqu'un il avait une trentaine d'années et en gros, il a touché la rue pour la première fois quand il a eu 15 ans, aux sorties de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, il a eu 15 ans de vie un petit peu compliquée. Et c'est vraiment la cible. Et du coup, on s'est dit, on peut mettre en place une plateforme dans laquelle les gens vont viraliser les CV. Donc, vous allez concrètement partager le CV d'une personne, d'un candidat Linked Out sur vos réseaux. Donc, sur votre réseau Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Et justement, si on se passe du côté entreprise, on nous rabâche souvent les entreprises qu'elles aiment les profils atypiques, elles aiment apporter de la diversité. Derrière ces mots, est-ce qu'il y a une réalité concrète? Est-ce que les gens sont ouverts à ce sujet? Donc moi, j'ai déjeuné avec le patron de Kenny, qui était cette première expérience, où il me dit, mais tu peux pas savoir la richesse que Kenny m'amène dans mon entreprise, la niaque qu'il amène. Là, on a eu récemment Green Factory qui vient de recruter Mia, par exemple, et on a eu une interview absolument incroyable du patron des opérations qui dit,
mais la richesse de valeur que Mia a amené dans les équipes de Green Factory, parce que ce sont des gens aussi parcours de vie incroyable. Voilà, qui ont des parcours de vie différents et qui donc peuvent amener des choses avec une vision du monde peut-être un peu différente. Et c'est très riche pour les entreprises. Et souvent, ça crée une dynamique collective dans l'entreprise. D'autant que les autres collaborateurs se disent, mais mon entreprise, elle a un impact social. Et donc, je comprends le sens collectif. Elle a des valeurs. Elle a une valeur. Elle a des valeurs. Voilà. Mais juste d'un mot, les personnes que vous prenez, que vous sortez de la rue, il y a quand même un moment donné où il va se rencontrer Kenny avec son chef d'entreprise. Il y a une première rencontre. Vous les prenez aussi en charge dans ce qu'on appelle les soft skills, espèce de mot un peu horrible, qui est de dire voilà, il faut que tu te sapes un peu, il faut que tu te recoiffes, il faut que tu fasses gaffe, faut que tu te brosses les dents. Enfin, toutes ces questions de la vie pratique et quotidienne que quelqu'un dans la rue n'a pas forcément. Alors, ils sont entourés par toute la communauté entourage, mais surtout, Linked Out, c'est un parcours. C'est-à-dire que derrière, ils sont binômés avec un coach bénévole. On a des associations partenaires, je pense à la cravate solidaire, etc., qui vont les préparer aux entretiens, qui vont retravailler le côté vestimentaire. On a des partenaires également. Il y a tout un chemin qui va traverser, qui va parcourir. Et le coach bénévole et le candidat Linked Out vont ensemble regarder les offres des entreprises qui seront posées sur la plateforme Linked Out. Et voir, répondre, suivre tout le parcours d'entretien et accompagner après la prise de poste. C'est-à-dire qu'une fois que le poste est pris, il y a des difficultés en entreprise, c'est pas toujours facile. Non. Et donc le coach bénévole va continuer d'accompagner le candidat pendant... Formidable. Justement, là-dessus, vous avez un peu des statistiques, enfin, dans cet esprit d'ailleurs de conviction, parce que parfois on sait que les gens ont besoin de ça, justement de montrer que en fait, c'est des personnes qui tiennent dans leur poste, avec qui ça se passe bien, justement de démontrer l'efficacité du process. Voilà, donc on est encore en phase expérimentale. Donc l'an dernier, en 2019, on a testé sur une promo de 15 candidats. En 3 mois, on a eu des centaines de milliers de partages de CV, une centaine et plus d'offres d'emploi et 11 candidats sur 15 qui étaient en emploi en moins de 3 mois. Bon résultat. Donc là, on a construit cette année une promo de 80 personnes. Donc là, qu'on a lancé il y a un peu moins d'un mois. On en a déjà aujourd'hui 9 en emploi, 15 qui sont en train de passer des entretiens. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble... bien vu le contexte. Voilà, le contexte est très dur. Même pour que les coachs bénévoles et les candidats puissent se rencontrer, travailler ensemble, etc. Formidable. Donc c'est vrai qu'on est... Vous faites quoi dans l'association, mais dans la vie, quel est votre parcours? On a envie de savoir. Alors moi, personnellement, je travaille dans un univers de start-up depuis très longtemps. Entourage, c'est quelque part une start-up sociale. C'est ça. Et je travaille chez Kappa, dans l'emploi d'ailleurs. Kappa, c'est une start-up qui fait de l'intérim digital. Donc c'est des sujets que vous connaissez bien par ailleurs. Que vous maîtrisez très bien. Merci Jean-Marc Poitvin, association Entourage, Link Out. Ça, c'est la plateforme. Et puis Entourage, c'est l'association. Allez-y, partagez ces CV de personnes SDF ou dans des centres sociaux pour qu'ils reprennent le chemin de l'emploi. Formidable. Et si vous êtes une entreprise, recrutez nos candidats. Et c'est évidemment des belles personnes. Évidemment. Et on l'a entendu, la personne est accompagnée par Entourage. Évidemment, elle n'arrive pas comme ça avec son baluchon dans l'entreprise. Elle est accompagnée jusqu'au bout et après, pendant le poste. Merci Jérémy. Merci Jean-Marc. Merci. La suite de nos programmes, c'est après cette courte pause. On s'intéresse, devinez à quoi? Au télétravail. Ça fait 6 mois qu'on en parle sur ce plateau. Et puis, on sent comme ça une ligne de crête. J'utilise ce mot à dessein. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? L'entreprise continue ou on repart comme avant Covid? C'est une question qui est posée. Il y a une étude passionnante de Terra Nova qui démontre effectivement que les salariés sont plutôt contents, mais les entreprises hésitent encore un peu. On en parle. Notre débat quotidien, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous. On va parler du télétravail. Bah oui, tiens, c'est très original le télétravail. On n'en parle quasiment pas depuis 3 mois. Avec une question qui va être posée évidemment à mes invités. Stop ou encore? On avance ou on recule? Ou en tout cas, on revient comme au bon vieux temps d'avant Covid? Il y a un vrai débat parce qu'il y a eu le coup de poing du ministre qui a dit qu'il faut que les entreprises jouent le jeu, qu'elles jouent le jeu du télétravail. Il y a une forme de confusion, d'hésitation. On va faire le point avec mes invités. Est-ce qu'il faut déconfiner le télétravail? Ça, c'est le titre de l'émission. C'est un peu la question qui est posée. Diane de Perrois, merci de revenir sur le plateau de Smart Job. DRH AXA France, vous étiez venu dans le grand entretien et vous l'aviez d'abord dit sur ce plateau, vous n'avez pas attendu la crise pour vous mettre au télétravail. C'est quelque chose qui était dans les mœurs de l'entreprise. Ce n'est pas le cas partout. Je précise que vous êtes aussi membre du MEDEF. Vous êtes une des responsables du MEDEF. Merci d'être là. Martin Richer, merci. J'évoquais cette étude Terra Nova, qui est un think tank de réflexion, et vous avez écrit une étude passionnante
qui tord le cou à pas mal de petites choses sur le télétravail, de ce qu'on peut lire et entendre. On va y revenir dans quelques instants. L'étude est sortie en novembre dernier, donc elle est toute fraîche, toute chaude. C'est évidemment la question du déconfinement du télétravail. On va faire le point, il y a plein de chiffres. Et puis Benoît Serre est à mes côtés. Bonjour Benoît, plaisir de vous retrouver. Vice-président de la NDRH et senior partner au Boston Consulting Group. J'indique pour ceux qui aiment lire, et on est très nombreux à aimer lire, cet article dans Carrière et Entreprise. Entreprise et carrière. Entreprise et carrière. Vous avez remarqué que chaque fois que je lance cet article, j'inverse le titre. Entreprise et carrière. Et d'ailleurs, le papier que vous signez, qui est très intéressant, fait écho d'ailleurs à la question des compétences, à la manière dont on doit repenser le système. Je donne la parole quand même à celui qui est à l'origine de cette étude, parce que pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Terra Nova sort l'étude. Il y a plein de choses intéressantes. Ça commence par l'État et les entreprises n'ont pas su tirer les enseignements du premier confinement, dites-vous, pour installer des conditions de travail à distance serein et efficaces. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Le second confinement se heurte à une mobilité des Français qui reste élevée. Quand vous dites mobilité, quand j'ai lu l'article, je me dis mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont partis vivre dans le Gers. Non, pas du tout. C'est mobilité dans les transports, en voiture, à la RATP. Vous avez des chiffres comparés. On était 2% à bouger dans le métro, je crois, en mars-avril. Là, on est reparti. Qu'est-ce qui se passe ? Ils n'en veulent pas, les entreprises, du télétravail ? Alors, il y a des réticences fortes qui sont liées, à notre sens, à deux facteurs. D'une part, le retard de la France vis-à-vis de l'installation de technologies qui permettent la mise à disposition non pas simplement d'un travail à distance, mais d'un travail dématérialisé. Et puis, deuxième facteur, la culture française très présentielle, très ancrée dans le bon vieux taylorisme, où les managers, comme me disait l'un d'entre eux il y a encore quelques jours chez un de mes clients, me disent « Moi, je veux avoir mes gens à portée d'engueulade. » Mes gens. Et à portée d'engueulade. Il y a un petit rapport Châtelain, là, à mes gens. Voilà. Bon, alors je ne dis pas que toutes les entreprises sont à ce niveau, on a fait des progrès. Quand vous disiez tout à l'heure que la ministre du Travail a mis un coup de poing, c'est pas un coup de poing, c'est à peine une pitchonnette, c'est presque rien. Si elle a tapé fort au début, puis après elle s'est adoucie. Non, pas du tout. Elle n'a pas tapé fort, elle a toujours considéré que c'était aux entreprises de définir quels étaient les postes télétravaillables, comme on dit. Bon, alors évidemment, si on laisse la responsabilité aux seules entreprises, parce que bien entendu, les syndicats n'ont pas leur mot à dire, parce que bien sûr, on élit des représentants du personnel, mais enfin, ils n'y connaissent rien au travail, donc on laisse les entreprises seules responsables de définir quels sont les postes télétravaillables, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Comme on a découvert, sur le plateau. C'est étonnant quand même, lors du premier confinement, on était à 3% de télétravail. C'est vrai. Et brutalement, on est passé à 25. Donc il y a plein de postes qui n'étaient pas télétravaillables du point de vue des entreprises, qui le sont brutalement et miraculeusement devenus. Donc ça peut marcher. On doit faire maintenant le même effort avec un dialogue social qui fonctionne, et il peut fonctionner. On a vu l'accord national interprofessionnel qui non contraignant, non contraignant, mais qui donne une table des matières, des points qu'il faut aborder. Enfin, vous lancez le débat sur plein de thèmes, et chacun va débattre. La question du dialogue social, la façon dont on va évoluer. Puis vous dites dans votre étude, que j'ai lu attentivement, qu'il y avait une forme de conjonction un peu objective des partenaires sociaux, patronaux et salariaux, qui étaient finalement, pas pour les mêmes raisons, assez d'accord pour mettre par terre le télétravail. C'est ce que vous dites. Mettre par terre serait excessif. Je ne dis pas mettre par terre, mais en tout cas ne pas pousser les feux au maximum. Or, on est d'accord. On sait que le télétravail est techniquement la meilleure solution pour concilier la protection sanitaire des travailleurs, à la fois dans les transports, sur le lieu de travail et sur les lieux de restauration collective, et le maintien de l'activité économique. Cette balance qu'on n'arrive pas à faire, le télétravail apporte la meilleure solution technique. Il n'y en a pas de meilleure. Martin Richer, j'ai vu des mous sur le plateau, donc on va donner la parole à Benoît Serre, qui était sur le dialogue social. Diane de Perrois, un mot, et Benoît Serre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si vous êtes penché attentivement sur cette étude de Terra Nova, mais enfin, elle est claire, elle est nette. On est dans, excusez-moi d'utiliser ce mot, c'est la ligne de crête. C'est soit on accélère, soit on va repartir parce que les patrons veulent avoir leurs gens à portée de main. Alors, moi, je ne me reconnais pas forcément dans ces expressions-là. Je crois fondamentalement qu'il y a des entreprises qui avaient déjà expérimenté le télétravail et avaient mis les outils d'accompagnement, parce que ça ne se décrète pas. Ça n'est pas juste les outils informatiques, les réseaux informatiques, c'est aussi les rituels, les pratiques, la culture managériale qui doit être travaillée, partagée, et le dialogue social qui doit être intense pour changer la façon de travailler. Parce que je crois que le premier confinement, il nous a permis, à sa sortie, de faire des REX, des retours d'expérience. Bien sûr. Et c'est pas juste en surface, même si nous, on travaillait à 60%. Mais bon. Peut-être pas partout, mais je crois que nous, on est passé globalement de 60% avec un jour en moyenne de pratique à 100% du jour au lendemain. Full remote. Full remote. On est sorti du confinement et on a travaillé, d'ailleurs avec les partenaires sociaux,
pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on en retire comme enseignement ? Et comment on va vivre demain le monde hybride ? Qui n'est pas juste un monde où on se dit il faut de la tuyauterie. Non, c'est un monde beaucoup plus large. Comment on le pense ? Comment on pense les réunions ? Qu'est-ce qu'on fait à distance ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et comment on vit le collectif ? C'est une petite révolution. Parce que je crois que le collectif, il est vital et on a besoin de le ressourcer en se voyant. Benoît Serre, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués par Martin Richer. On avait fait un débat avec la présidente NDRH et Laurent Petraszewski, qui d'ailleurs ce jour-là disait à la présidente, vous savez madame, c'est vous les DRH qui devez... c'est de votre faute si ça ne marche pas. Hein. Oui, bon. C'est un peu ça qu'on vous a dit. Non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il est intéressant de comparer le premier et le deuxième confinement. Entre les deux, les entreprises ont appris. Et les salariés ont appris. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je crois que le télétravail, comme le dit Diane, le télétravail en lui-même, c'est une mise en œuvre spécifique d'une organisation du travail. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est tout ce qui va autour. Et les fameux « je vais avoir mes gens autour », c'est un problème de management. C'est un problème d'évolution du système de management et de culture qui est d'accepter qu'à distance, les modèles de contrôle sont pas les mêmes, les modèles d'évaluation sont pas les mêmes, les modèles d'animation sont pas les mêmes. Ça, c'est un peu le premier sujet. Sur le dialogue social, moi je trouve que... Oui, parce que je trouve que, en tout cas, la NDRH a toujours pris cette position-là. Même lorsqu'il y avait même une position assez opposée, je m'en excuse auprès de Diane de Perrois, sur l'idée de l'accord national interprofessionnel, tout simplement parce qu'on avait peur, mais finalement l'accord le permet, donc c'est très bien. On se disait la meilleure manière de développer durablement le télétravail hors crise sanitaire, parce que c'est ça l'enjeu. Oui, parce que là, on sort là. C'est de laisser les entreprises l'installer à la vitesse de leur activité, à la vitesse de leur réalité, à la vitesse de leur management. Sinon, on va se planter. Et ce que nous avons regretté dans les débats qu'il y a eu au cours de l'accord national interprofessionnel, c'était que d'un sujet positif, comme vous le dites, qui promet une évolution de la société du travail positive pour la meilleure équilibre de vie privée et professionnelle, tout un tas de choses, la productivité meilleure individuelle, on le sait. On a réussi, mais ça c'est la France, pendant 15 jours à en faire un sujet de polémique, ce que je trouve assez dommage. Finalement, on s'en sort plutôt bien. De crispation de certains partenaires sociaux, vous le confirmez ça. Et le dernier point, oui, mais les partenaires sociaux ont une position très inégale sur le télétravail. Certains y voient un vrai danger, ils ont peut-être raison d'ailleurs, de la fin du salariat, qui pourrait signer... C'est vrai. L'affaiblissement structurel du système syndical français qui structure quand même, sans doute de manière excessive, et qui n'est pas très en forme. La société du travail, et qui n'est pas très en forme. D'autres se disent, mais comment on va pouvoir représenter des gens avec qui la relation à l'entreprise sera radicalement différente, parce que ça ne veut pas dire qu'elle soit moins bonne, ça ne veut pas dire qu'elle sera meilleure, elle ne sera pas de même nature. Donc je pense il faut laisser un peu de temps aux choses. C'est vrai que la France est un peu en retard sur le télétravail par rapport aux autres pays d'Europe du Nord, en particulier aux États-Unis. Et donc il n'y avait pas de raison qu'on soit en avance après la crise, sachant qu'on était en retard avant. Donc il n'y avait pas de raison. Juste Martin Richer, mais je pense que les choses s'installent. Juste d'un mot, pour que ceux qui nous regardent comprennent. On a comme ça une bataille de communicants et de communication sur beaucoup de choses sur le télétravail. On parle beaucoup du verre vide, c'est-à-dire des risques psychosociaux, des problèmes musculo-squelettiques. On lit dans votre étude qu'une grande majorité des collaborateurs ont été satisfaits du télétravail. Et mieux encore, votre étude indique qu'ils ont travaillé 4 heures de plus. Enfin, comment vous expliquez cette espèce de distorsion de communication ? Parce que ce qui sort aujourd'hui beaucoup dans les médias mainstream, c'est que le télétravail, c'est pas bien, on est mal assis, on dort pas, on est harcelé par son manager. Différentes phases. Non mais on lit beaucoup et on entend beaucoup ça. Non, il y a les deux. Il faut un équilibre en toute chose. Oui, mais je sais pas, il y a quelque chose de... On a appris du premier confinement. Le deuxième ne se déroule pas exactement de la même façon parce que les conditions sont différentes. C'est vrai. D'abord, il a été annoncé, je crois que les gens ne s'y attendaient pas. On s'est remis en œuvre pour faire en sorte que les collaborateurs repartent à 100% en télétravail. Mais le vécu n'est pas le même. Maintenant, l'accompagnement, il est encore davantage renforcé. Parce qu'on le voit... Expérience du premier. Expérience du premier, enseignement du premier. Et je pense aussi qu'on s'est perfectionné. C'est-à-dire qu'on voit mieux ce qui manque quand on est à distance, c'est-à-dire cet informel qui est si précieux et qu'on a créé ensemble, parce que rappelez-vous, je parle des bureaux, mais rappelez-vous, il y a quelques années, depuis une dizaine d'années, on a ouvert les bureaux.
les fameuses open space. On est passé des bureaux fermés aux bureaux ouverts. On ne peut pas se contenter de dire ça. On est dans une crise pandémique, il y a des morts, ça n'est pas normal. Dont on sort, vous avez vu, on nous parle du vaccin, ça y est. Je suis en train de me projeter dans le monde de demain. Troisième vague, Bien sûr. Donc il faut être prêt, il faut faire un peu de prévention. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait 2 fois moins de télétravailleurs que ça n'était le cas en mars. J'ai votre chiffre, 5 millions de Français ont télétravaillé dans le premier, 1,8 selon les chiffres de la DARES, ont télétravaillé dans le deuxième. Je pense qu'il y a une autre raison structurelle à cet écart. Lorsque le confinement de mars est tombé, les entreprises, moi je les ai vues, ont dit, ok, c'est un truc qui va durer 2 mois, donc on va attendre le dos, on va y aller comme ça. En octobre, elles ont compris que ça durerait beaucoup plus que 2 mois. Et donc, elles avaient un enjeu d'activité. Et donc, il fallait conserver une activité avec un télétravail adapté à leur réalité, tout simplement. Vous savez, moi, je pense que le télétravail, c'est comme le poison. Tout est dans la dose. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que la différence, elle est là. On est d'accord là-dessus. Essentiellement là. Et je crois que ce qui est intéressant, si on veut que le télétravail s'installe durablement, ce qu'on est plusieurs à souhaiter, il faut le penser sur le temps long. Parce qu'on ne modifie pas une culture managériale ou une organisation d'entreprise d'un claquement de doigts sans prendre à risque l'entreprise. Donc on a la crise sanitaire qu'on connaît, vous l'évoquez, mais je pense que c'est intéressant de se dire, si le télétravail devient un mode de travail alternatif en France, alors il faut le penser sur le temps long dans les organisations. Bien sûr, on est tous d'accord pour dire qu'il faut éviter le télétravail 5 jours sur 5. Oui, ça... Quoique, pour une durée d'une crise pandémique, ça peut se soutenir. Mais en dehors de ça, donc effectivement, moi je suis d'accord, il faut travailler sur les interactions entre le présentiel et le distanciel. Il faut pousser les feux sur les solutions technologiques qui sont sous-utilisées en France, parce que, attendez, il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal, c'est que quand vous comparez la France à d'autres pays, aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, alors qu'on est un des pays les plus touchés quand même, eh bien, le télétravail est moins important en proportion en France qu'il ne l'est dans les pays anglo-saxons. Ça ne surprend personne. En Hollande, ça ne surprend personne. Mais même en Italie et en Espagne, est-ce que vous trouvez donc les cultures latines, où là aussi on veut avoir ces gens à portée d'engueulade, eh ben eux ont fait plus d'efforts. Alors peut-être parce qu'ils ont été plus touchés par la maladie que nous. Mais il faut se poser la question de la culture managériale, du retard technologique, qui sont les 2 facteurs essentiels. Voilà. Et tout l'investissement d'accompagnement du changement, je pense qu'il est très important, parce qu'on voit que quand on bascule... Diane de Perrois, vous êtes dedans là. On est pleinement dedans, parce que quand on bascule dans le mode télétravail, il faut préparer le fonctionnement du travail au quotidien. Bien sûr. Et donc, les pratiques managériales, mais aussi les pratiques des collaborateurs. Et on a beaucoup à investir sur ces changements culturels, et puis sur les accompagnements autour des risques de RPS, des risques d'isolement ou des risques de suractivité, puisque les risques de décrochage peuvent être de différentes natures. Donc ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, et il faut beaucoup de travail collaboratif et une grande adhésion des collaborateurs et des managers pour que ça avance. L'État, parce qu'il a un rôle à jouer, vous le citez, l'État, le Conseil d'État dit finalement il accompagne un peu le fait de ne pas mettre le paquet, puisque le 19 octobre, il parle simplement d'un ensemble de recommandations qui sont imposées aux entreprises qui rechignent. Il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu dire, aujourd'hui, l'État aurait pu le dire, le télétravail doit être obligatoire dans l'ensemble des entreprises de services. Or, évidemment, travail posté et relations clientèle obligatoires. Pourquoi n'est-il pas allé jusque-là ? Certains pays sont allés plus loin. Le Portugal, c'est direct. A sorti un décret qui oblige le télétravail dans tous les cas. C'est pas dans le secret des délibérations du Conseil d'État. Simplement, c'était très attendu. Moi, personne n'a été surpris par cette décision du Conseil d'État. Non, bien sûr. La législation française ne permet pas à l'État de s'immiscer dans le fonctionnement des entreprises, et je dirais, fort heureusement. On ferme les librairies, ça, il n'y a pas de problème. Pour fermer les librairies et les petits commerces, là, l'État peut s'en mêler et prendre des décisions. Mais par contre, pousser les feux sur le télétravail, là, il ne faut pas. Non. D'abord, ils ont plutôt poussé les feux sur le télétravail. Il n'y a aucune logique. Ce que je veux dire par là, c'est que le Conseil d'État a pris sa décion. La ministre, effectivement, pendant quelques jours, a réuni un certain nombre de DRH dont vous avez fait partie. Entre généralisé et recommandé. N'oubliez pas que le président de la République, le président de la République, lors de sa première déclaration en septembre, avait dit le télétravail n'est pas la panacée. Recommandé, il est recommandé. On a changé de. Donc c'est vrai que peut-être que par rapport à d'autres pays que vous avez cités, la position de l'État n'était pas d'une clarté absolue. Elle est molle. Et puis après, c'est ce que je lui reproche. Et puis après, je crois aussi qu'il y avait un autre élément qui a joué, c'était que les entreprises, au-delà de s'inscrire dans le temps long sur cette réorganisation du travail, leur situation n'était pas la même
qu'en mars. En mars, elle sortait de 2 années de croissance, une situation économique plutôt favorable, des projets en cours. Le danger économique était là. En octobre, le danger économique, et on le voit malheureusement, ce qui est en train de se passer. Donc, je crois qu'il faut pas forcément, et puis je suis pas de nature, à la NRH, on dit plutôt laisser les entreprises trouver, plutôt qu'avoir des normes colbertistes qui vont tomber du haut. Vous avez cité les librairies, c'est l'archétype de la norme colbertiste absurde. D'accord. Absurde, d'où la polémique. Mais là, l'État s'en mêle. Le Conseil d'État n'a pas fait d'objection. Oui, mais ça, le Conseil d'État, je le laisse à ses responsabilités. Mais c'est étonnant, quand on s'attaque aux petits, là, il n'y a pas de problème. Par contre, les grandes entreprises, là, on réunit des cercles de réflexion et on décide de ne rien faire. Il y avait un sujet d'inquiétude légitime sur l'emploi et la non-création d'emplois. Le sujet, il est là. Il nous reste peu de temps. On revient en arrière. Martin Richer, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un reflux, ou est-ce que, je dirais, la puissance, la machine, la société pousse tellement fort qu'on ne peut plus revenir en arrière? Quel est votre sentiment? Parce que votre rapport montre que l'État est un peu mou, qu'on hésite, qu'on a plus travaillé que télétravaillé au deuxième confinement, qui laisse penser qu'on n'est pas sur la bonne pente. Non, on ne reviendra sûrement pas à l'avant-confinement, ça c'est clair. Mais par contre, on a reflué par rapport au premier confinement. C'est ça le problème aujourd'hui, en période pandémique. Après, si on se place en période normale, hors crise, il faut arriver à mettre en place les conditions de ce que j'appelle un travail à distance socialement responsable, donc qui répond à un certain nombre de conditions qui sont d'ailleurs assez bien traitées dans l'accord national interprofessionnel. C'est pour ça que moi je refuse de dire que c'est un accord pour rien. Je pense au contraire, même s'il n'impose pas. Il y a des accords comme ça. Il y a eu celui de juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle qui n'imposait quasiment rien, mais qui a changé la culture, qui a changé les... Qui donne un cadre, un peu une philosophie. Cet accord, il est dans cette famille. Donc si on arrive à progresser, et je pense qu'on le peut, mais on le peut par le dialogue social, en mettant tout le monde dans la même barque et en arrêtant ce genre d'arguments. Seules les entreprises, seuls les dirigeants peuvent définir quelles sont les tâches télétravaillables. Parce que c'est ça la clé. Si on veut avancer... C'est important que le patron puisse dire ça, c'est télétravaillable. Oui, mais pas tout seul. D'accord. Pas tout seul. Avec les salariés. Voilà. Et d'ailleurs, l'accord interprofessionnel a avancé là-dessus, puisqu'il dit qu'il doit y avoir du dialogue social et un avis, une information-consultation du comité économique et social. L'accord, il donne un référentiel. Ce qui est important, c'est que dans chaque entreprise, on s'empare de ce sujet, mais je crois que fondamentalement, la tendance, elle est lancée. C'est une tendance de fond, elle ne va pas se réaliser en 5 minutes. On vous aiguillonne, les syndicats vous aiguillonnent, Diane de Perrois, mais ils viennent vous on dire... est dans un dialogue social régulier et on échange avec eux sur comment on fait. Mais il faut faire en fonction de chacune des entreprises, de ses métiers, de la façon dont elle... Là où elle en est, c'est tellement un changement culturel. Et il faut accompagner, mais il y a 3. Il y a le dialogue social, il y a le changement culturel et le concevoir avec les managers et embarquer les collaborateurs et former avec beaucoup d'investissements lorsqu'ils n'ont pas été faits sur la dimension informatique qui vient aussi et former à l'usage des outils. Mais je ne terminerai pas, il faut des rituels et des pratiques. On ne peut pas tout faire à distance. On a besoin d'un collectif, on a besoin d'un informel, on a besoin des relations humaines, physiques. Parce que ça atomise l'entreprise. Un équilibre. C'est très important. L'entreprise est un ancrage pour nous. Ça l'atomise l'entreprise quand vous n'avez plus de salariés. Vous disiez tout à l'heure, oulala, le télétravail, il y a des risques psychosociaux, comme s'il n'y en avait pas dans le présentiel. Donc, où est l'étude qui montrerait qu'il y a plus de risques psychosociaux? Oui, c'est vrai. Bon, non, mais c'est une manière de montrer que la communication insistait trop sur ce qui ne marchait pas. C'est ce que je voulais montrer. D'accord, alors là, on est entièrement d'accord. Voilà, c'était cette idée-là. Mais si vous voulez, une des questions, c'est que les entreprises françaises, par rapport à d'autres pays, sont plutôt en retard sur la mise en œuvre des outils modernes, parce que le travail à distance, c'est pas juste Zoom, Teams, c'est aussi des outils comme Bicast, comme Klaxoon, qui permettent de faire du travail collaboratif. Donc on est dans l'idée que le télétravail, c'est individuel, on est chacun devant son écran. Mais c'est totalement faux. Malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. D'où l'enjeu technologique qui doit aller plus loin que du B2B. Benoît Serre, conclusion. Juste un point, je pense que on ne reviendra pas en arrière. Oui. Le vrai sujet, et là je suis certain que ça donnera lieu à une magnifique négociation au MEDEF, c'est quand demain des métiers complets seront conçus comme nativement, partiellement en télétravail. Dès l'embauche, tout de suite. Dès l'embauche, parce que ça signifie que la question du volontariat, qui a été au cœur des discussions, ça se discute pas. de fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on va se retrouver avec un risque d'entreprise fracturée, parce qu'on oublie que le télétravail à ce jour, c'est 30-35% des salariés français. Donc, il ne faudrait pas une fracture entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, les fameux col blanc, col bleu. Et puis, le troisième élément, je fais un pari,
on verra dans quelques années, pas tout de suite. Vous reviendrez. Il faudra, ça n'en sait rien, il faudra se poser la question du calcul du temps de travail. Oui, c'est vrai. Et ça, qu'est-ce je qu'une peux journée vous de dire travail que c'est une révolution culturelle le jour. Impossible. C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui. Hein. Bah oui. Le jour où on va se saisir de qu'est-ce que ça signifie de badger 35 heures quand je suis en télétravail 50% du temps. Si demain j'ai 50% des salariés en télétravail et 50% des gens qui sont des postes qui sont en télétravail, alors il va falloir se poser la question du calcul de travail. Or, je vous rappelle que la France calcule son progrès social depuis un siècle et demi avec l'abaissement de la semaine hebdomadaire de travail. Est-ce qu'on va vers demain un système d'annualisation pour tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera le vrai sujet. C'est la révolution du temps de travail et de la journée de travail. On ne sait pas tout de suite. Merci Benoît Serre d'être venu, vice-président de la NDRH. Merci. Je vous invite à lire cette étude Terra Nova, extrêmement détaillée et complète. C'est sur le site Terra Nova. Martin Richer, merci, responsable pôle entreprise chez Terra Nova. Vous reviendrez parce que il y a des sujets sur lesquels qui vous tiennent à cœur. Il faut aller plus loin, dit-il, sur le télétravail. On n'est qu'au milieu, voire au tiers de la traversée de rivière. Merci Diane Deperroy, DRH AXA France et membre du MEDEF. Merci d'être venu nous éclairer. On va suivre de très près l'évolution de ce télétravail dans la réalité quotidienne des salariés. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. On parle avec un coach, bah oui, il en a marre du management bullshit ou de ces coachs bullshit qui inventent des concepts. Ah, ça vous fait rire? Bah, il est là. Le livre de Smart Job avec l'auteur, je vous le présentais, il est coach et qui nous sort son livre. Alors c'est un résumé, enfin c'est une compilation de ses papiers, de ses éditos, voire même de ses coups de gueule, parce qu'il y a des papiers qui sont un peu incroyables à lire. Arnaud Tonnelet, merci d'être avec nous. Comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement? Déjà, bon, on comprend à peu près l'esprit. Il y a toute une réflexion que vous menez, parce que vous êtes vous-même coach, donc je me disais en lisant votre livre, c'est terrible, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, puisque souvent dans vos papiers, vous dénoncez finalement une sorte de fake news, de bullshit du coaching, avec des concepts un peu extravagants, et vous dites ras-le-bol. Vous dites un truc incroyable, une idée chatoyante, c'est pas le mot que vous utilisez, séduisante, n'est pas une idée juste. Et pourtant, très souvent dans l'entreprise, puisque vous êtes coach, on se rue tous sur l'idée séduisante. Bien sûr. Et puis vous leur dites, mais attention, c'est pas ça, c'est pas juste. Comment est né ce livre et quel rapport vous entretenez avec votre propre métier? Puisque c'est quand même de ça dont il est question. Question compliquée, mais intéressante. Alors, comment est né ce livre déjà? J'ai écrit plusieurs livres un peu sérieux auparavant, et puis j'avais envie de mettre un peu plus de légèreté. C'est un livre sérieux, mais un peu léger, un peu décalé. Qui essaie d'être un peu drôle aussi, et d'essayer de permettre aux gens de retrouver le contact avec leur propre réalité. Dans le domaine du management, on vit beaucoup dans des idées, dans des concepts. Il y en a plein, il y en a qui sortent tous les jours. On vit de ça, le monde du management vit de ces concepts. C'est un marché comme un autre, donc il faut l'alimenter. Sauf que moi, tous les jours, je fréquente dans mon job des gens qui sont perdus, des dirigeants qui sont perdus. Et donc, j'essaye de faire un peu comme l'enfant du conte d'Andersen, c'est-à-dire qui dit à un moment donné, le roi est nu, je ne vois pas les vêtements dont on m'a parlé. Non, parce qu'il n'y a pas de vêtements, en fait. C'est le début de votre livre. C'est le début de c'est un incipit qui est au départ. Qui est placé en exergue, et d'essayer de dire, retrouvons un peu de bon sens, de simplicité. Le management, c'est des choses simples. Ça fait des milliers d'années qu'on manage des gens, donc... C'est intéressant parce qu'à l'aune de ce qui sont des petites chroniques, souvent bien écrites, bien léchées, drôles parfois, on se dit, mais finalement, il y a une forme de fonctionnement du paysan gersois. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à avoir un iPhone pour voir la météo, en fait, il regarde le ciel, quoi. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça chez vous, quand même. Il y a un peu de ça, oui. Je suis un grand citadin, mais je suis aussi beaucoup dans la nature. Il y a un rapport comme ça à la simplicité. Et en fait, l'essentiel du travail du coach, c'est pas de rajouter, c'est d'enlever. Vous voyez, c'est d'enlever du trop-plein, c'est d'enlever du trop-plein d'ego, du trop-plein de contraintes qui pèsent sur les gens, d'injonctions contradictoires, et de permettre à la personne de retrouver ce qu'elle a en elle, c'est une forme de simplicité. Les gens savent faire, au fond, si on les embête pas trop, ils savent faire ce qu'on leur demande. Voilà, simplement, on leur met plein de choses sur le dos et ils n'arrivent plus à se débrouiller avec, quoi. Donc ça veut dire que votre métier aussi, puisque ça revient à répondre à la question que je vous posais, c'est d'alléger plutôt que de surcharger. Exactement. Et quand on lit votre livre, certains passages, parce que ça se lit en le décortiquant, c'est pas un livre, c'est pas une narration. C'est des chroniques. Ce sont des chroniques, donc chaque texte se tient en lui-même à une résolution. On se dit qu'il y a quand même excusez-moi de le mettre, un peu des margoulins du système, quoi, des gens qui vous vendent du rêve, et en fait c'est de l'eau, quoi.
Oui, mais c'est tous les marchés qui sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, à la télévision, on montre quelqu'un qui vend un dentifrice avec une blouse blanche alors qu'il est dans un studio de télé? Bon, bah voilà, c'est la même chose. Hein, c'est qu'on... Mais l'être humain a besoin de ça. Mais tout le monde fonctionne sur des marchés. On fonctionne sur un marché. Le conseil en management, le conseil en stratégie, c'est des marchés. Voilà. Le coaching, c'est un marché. Le team building, c'est un marché. Donc, on a besoin de le renouveler tous les jours, tous les ans, d'apporter de nouvelles idées. On vit dans le monde des idées et des concepts. Très bien, il en faut et c'est indispensable. Simplement, de temps en temps, ça perd les gens. Voilà. Et donc, moi, j'essaye de... Vous êtes un nettoyeur de concepts, en fait. Oui, j'essaye. Je pense qu'il y a des, on a déjà pas mal de choses. On a des outils, pas la peine de rajouter. Oui, c'est ça, c'est ça. À la fin de votre livre, je voudrais que vous m'éclairiez. Vous signez D. Tout à la fin. Alors, qui est D? Vous dites, je vous regarde de loin, voilà, je regarde la Terre de très loin, je prends un recul incroyable, vous êtes sur une autre planète, si j'ai bien compris. Qui parle là? Éclairez-moi. Oh, bah, vous l'aurez deviné, bien sûr, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir voulu... Le livre parle de notre propension à ne pas faire les bons choix. Voilà. C'est ça, exactement ça. Et donc, à un moment donné, dès là-haut, il se dit, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Depuis 40 ans, vous faites à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que tous les mauvais choix, vous les faites. La pollution, on abîme la planète, le fait qu'on a des millions de gens dans le RER le matin, puis le soir, alors qu'on s'aperçoit qu'avec le confinement, en fait, on pourrait résoudre ces soucis. Et on vient de le traiter, hein. Voilà, D se dit, mais arrêtez, parce que si vous continuez, je vais vous envoyer un peu plus qu'un virus. C'est Denis ou c'est Dieu? Le lecteur trouvera tout seul. Voilà. C'est intéressant parce que vous avez ce Dieu, ce D qui signe. Il est très dur avec nous. Il est très dur. Moi, je trouve qu'au contraire, il n'est pas très dur. Il nous a donné une planète qui marche absolument impeccablement depuis l'origine des temps. Un bel outil. Un bel outil qui fonctionne. Voilà. Et depuis un siècle, je vous rappelle qu'on était à peu près 1 milliard d'habitants au début. C'est ce que vous dites au début. C'est ce que Dieu dit au départ. Voilà, du 20e siècle. On a doublé de 50%. On est maintenant 6, 7. On va vers 9. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, Dieu, il s'aperçoit qu'il a perdu le contrôle de sa création. Et il dit, revenez à des choses un peu simples, parce que là, vous allez vraiment dans le mur, quoi. Donc, il nous envoie une toute petite chose, voilà, mais qui met quand même la planète à l'arrêt. Il dit, prenez les bonnes décisions, parce qu'autrement, je vous enverrai probablement un peu plus. Voilà, c'est ça qu'il nous dit dans cette petite lettre. C'est la fin du livre, hein, je précise. J'ai spoilé, j'aurais pas dû le faire. Ouais. Vous êtes un coach heureux avant de nous quitter, parce que vous remettez tellement en question les concepts, en mettant un peu tout sur la table et en jetant finalement à la poubelle pas mal de choses. Vous êtes heureux, vous, là, dans ce monde ? Alors, les jours où j'ai bien dormi, je suis très heureux, oui, parce que c'est un métier qui est absolument magnifique. Ça consiste à un coach, c'est quelqu'un qui, c'est un médecin des entreprises, hein, voilà. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Les jours où j'ai moins bien dormi, je me dis, mais c'est un peu vider l'océan à coups de petite cuillère. Donc, il faut se lever de bon matin avec le moral au beau fixe. Mais c'est un beau métier, oui. Si vous voulez vous détendre, parce que c'est un livre qui n'est pas prise de tête. On a beaucoup de livres un peu sérieux. C'est pas un livre sérieux, c'est un livre qui prend beaucoup de recul. Vous avez remarqué qu'on parle de D à la fin du livre, donc quand même, voilà, il y a beaucoup d'écriture, de recul et aussi de compétences, parce qu'il y a quand même pas mal de références à des chercheurs américains, Palo Alto, j'en passe, et des meilleurs. Lisez Comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement. Voilà, c'est un homme qui a du recul, Arnaud, et qui l'a mis dans son livre. C'est sorti chez Erol, et vous êtes coach chez Kea Partners. Merci Arnaud de nous avoir éveillés. Nettoyez-vous, libérez-vous, soyez cool. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Merci à vous Arnaud d'avoir terminé l'émission avec moi. Merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité. Puis merci aux équipes techniques, Fanny Gressmer, et je n'oublie pas Kylian Soula à la réalisation, et puis au son, bien entendu, car sinon on ne pourrait pas entendre notre émission. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci à vous.